gens posent des questions sur YouTube, YouTube il diffuse un petit peu plus tard. Ok. Salut Alexis. Salut Denis. Cool, content de faire ce live avec toi. Très très bien. Du coup, on va attendre un tout petit peu les retardataires. Comment ça se passe toi en ce moment? Au top, hein, top. Ouais. Année bien chargée côté Faro, donc on essaie de récupérer, de recharger les batteries, bien bosser Ouais. pendant l'été et se relancer encore pour une folle année 2022-2023. Donc, Et je tu pense prends que des c'est vacances? pareil. Ouais, beaucoup de vacances cet été, beaucoup de vacances. Toute l'équipe. Ah oui, donc Faro marche tellement bien que maintenant tu peux te permettre de prendre beaucoup de vacances. Ouais, c'est ça l'avantage. Il faut bien former les gens, les équipes, et puis du coup, on peut ensuite partir où on veut et tranquillement. Non, mais on en avait besoin, on avait enchaîné une grande période et là c'était nécessaire. Ça sent le fondateur quand même, hein, le cofondateur. Hein. Ouais, et oui. Heureusement, je suis Bon. pas tout seul. Et côté Drop Contact, c'est la même chose? Écoute, grosse année, surtout que là, on a la commercialisation de HubSpot, l'intégration de Drop Contact dans HubSpot qui est arrivée. On est en train de descendre la liste d'attente qui est assez énorme. Donc, on la descend de manière progressive et avec granulométrie. Et puis, on va lancer bientôt la liste d'attente aussi sur Salesforce, puisque Salesforce est dans les bacs. Et c'est vrai que les intégrations dans les CRM sont énormément demandées. Et puis, on voit ce qu'on apporte, ce qui est assez ouf dessus. Donc voilà, donc évidemment, on est en pleine balle en recrutement encore, nous, sur beaucoup de postes. Évidemment, tout ce qui est dev, data engineer, etc. Et toute la partie content et puis sales aussi. Donc, ouais, ça promet une belle fin d'année et surtout une année 2023 assez explosive. Et puis, voilà, super équipe. Il fait beau, des super partenaires, faire un petit talk avec toi, avec, je sais pas, il y a, je crois, 50, 60 personnes pour l'instant. On va entendre encore un petit peu 1 ou 2 minutes avant de C'est encore le commencer. temps du café, ouais. Ouais, j'ai même pas pris une heure pour te dire. Mais faire un petit talk sur l'ABM, c'est un de mes sujets aussi que j'aime bien. Et c'est vrai, quand on en parlait ensemble, on se disait, les gens entendent parler de l'ABM. C'est vrai que les termes, on ne sait pas toujours ce que c'est l'account-based marketing. C'est assez ancien en fait aux US. C'est arrivé en France il y a déjà 2010, 2012, mais franchement, il n'y avait pas beaucoup d'entreprises qui faisaient ça. Non. Et donc, c'est bien qu'on puisse gratter un peu le sujet, puis partager. Puis moi, voilà, tu me connais, tu sais que j'aime bien partager des sujets comme ça où j'aime bien gratter. Comme je ne dors pas beaucoup la nuit, en fait, je gratte beaucoup quand même, l'air de rien. Et j'apprends pas mal de choses, donc c'est vrai que j'aime bien transmettre, échanger. Voilà, ça fait partie des trucs qu'on a un peu en commun avec toi, Alexis. Ça sent les nuits sur Indie Hacker et sur Reddit à regarder les conversations sur la prospection B2B. Faut pas dire. Faut pas dire, ouais. Non, faut pas dire, mais il n'y a pas que ça. Hein. Franchement, mais tu sais, étonnamment, hein, le Facebook, quand tu regardes Facebook, en fait, en France, ouais, c'est pas un truc de ouf. Mais quand tu regardes Facebook aux États-Unis dans des groupes qui sont très spécialisés, en fait, tu as des trucs assez dingues. Et il y avait un groupe Facebook avant, en gros hack, le BAN, je ne sais plus comment il s'appelait. Quand j'y suis rentré, moi, je sais pas, on devait être 8000, 9000, qui était monstrueux déjà comme groupe. Après, c'est passé à 25 000, puis après, ça a été killé. Mais c'était un truc de ouf, en fait. Tu avais des astuces, des trucs et tout, ça marchait vraiment bien. Et ça a été un peu flingué. Après, il y a tous les groupes Slack qui sont créés, mais je trouve que les groupes Slack, quand ils arrivent et qui sont spécialisés jusqu'à 1500 personnes, 1500 membres, je trouve ça bien. Et dès que ça commence à dépasser, en général, pas toujours, mais en général, je trouve que ça commence à devenir compliqué et un peu s'appauvrir et moins de communication commune. En fait. Ouais, carrément. C'est justement un tout petit peu Indie Hacker et pas mal Twitter, avec quelques profils qui sont assez intéressants souvent. Il y a beaucoup de hacks, si on peut dire, mais en tout cas avec une vision de la prospection qui est très différente de la nôtre souvent, avec un petit peu d'avance aussi. C'est vrai que c'est terrible. Ouais, les Américains, il n'y a pas que les Américains, mais je trouve que les Américains nous poussent et j'ai l'impression que dans beaucoup de sujets, les bons comme les mauvais, ceci étant, il y a des trucs, c'est vrai que si on pouvait s'en passer, je dis pas, mais c'est vrai que j'ai l'impression qu'on a quelques mois, voire années de décalage. C'est-à-dire, si tu veux savoir, en gros, la France dans un an, regarder les États-Unis, c'est pas prometteur sur certains sujets, mais voilà. Ok, je vois que, on a pas mal de monde qui est arrivé, donc ce que je te propose, Alexis, c'est de te présenter, et puis après, je fais une petite présentation rapide, donc si tu peux te présenter, puis Faro, et puis après, on va attaquer le sujet. Ouais, carrément. Donc, moi, je suis l'un des 3 cofondateurs de Faro. Et Faro, c'est une plateforme SaaS, donc dédiée sur le marché français, donc uniquement sur le marché français pour le moment, qui consiste à rassembler tout simplement l'ensemble des données sur les sociétés et les prospects.
Donc, on part des données légales et on vient enrichir avec toutes autres sortes de données qui peuvent être les données issues des réseaux sociaux, les données de recrutement, les données de levée de fonds, les technologies, enfin bref, toutes les données qui permettent de bien comprendre une société et de pouvoir les cibler très finement pour faire ces campagnes ultra segmentées, sans avoir forcément le savoir-faire technique pour réaliser toutes ces listes, sans avoir l'expertise forcément d'un gros, mais pouvoir le réaliser très, très simplement. Et donc, on le connecte, c'est dans une plateforme. Et ensuite, on essaie de se connecter aux outils références, Drop Contact pour la partie enrichissement email, et des outils comme Lemlist ou HubSpot sur la partie CRM ou vraiment des outils de call. Voilà, pour faire simple. Top, super. Moi, j'ai fondé Drop Contact donc en 2017, au début 2017. Et nous, notre problématique à laquelle on s'attaque, c'est toute la problématique de la qualité des données, qu'elles soient entreprises ou qu'elles soient de contact. Et on intègre HubSpot, Salesforce, Pipedrive. Et bientôt, on va arriver en 2023 sur tous les outils de market automation que sont Eloqua, Pardot, Marketo, ActiveCampaign et autres. En fait, c'est le sujet où les sales passent un temps de dingue. En fait, sales et market, tu passes un temps de dingue à essayer d'avoir des données propres, les maintenir à jour au fil de l'eau, c'est-à-dire que telle personne a changé de boîte et tout ça, Drop Contact le fait complètement automatiquement. Donc, quand tu as un contact avec une personne, que tu as réussi à créer ce lien, bien automatiquement, si la personne change de boîte dans ton CRM, Drop Contact va ajouter la fiche et il va t'informer. Et une de nos forces, parmi celles qu'on a, parce qu'on règle beaucoup de verticales, comme tu disais, Faro l'utilise pour ça, entre autres, c'est l'enrichissement en adresse email pro nominative validée sur lequel on est aujourd'hui dans beaucoup de solutions françaises, allemandes, américaines. Et a priori, il y en a encore beaucoup qui sont en train d'arriver et d'intégrer Drop Contact. Voilà, on est là pour nous parler un petit peu d'ABM. Pour vous parler un petit peu d'ABM, donc qui est une notion, comme je disais, qui n'est pas toujours bien identifiée, en tout cas en France. Donc l'ABM, c'est la compte-based marketing. Un des points de départ de cette approche, c'est en fait de cibler des entreprises de manière très fine. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs approches. Il y a une approche où tu vas commencer à segmenter, donc tu peux utiliser Faro pour ça, en disant je vais segmenter sur des tailles salariales, sur du chiffre d'affaires, sur des types d'entreprises, sur des régions, etc. Donc ça, c'est une segmentation au départ qu'on peut faire. C'est une segmentation que tu peux faire aussi par rapport à ta propre clientèle, ce qu'on appelle du look-alike, c'est-à-dire ça ressemble. Traduction rapide. C'est-à-dire qu'en gros, on prend la liste des clients qu'on a et on se dit, mais dans mes clients que j'ai certaines boîtes qui sont beaucoup plus performantes, plus rentables, qui signent mieux, etc. Et donc, en fait, je voudrais attaquer ce marché-là, ces marchés-là. Et donc, je vais aller identifier toutes les entreprises qui ressemblent, qui ont la même structure, la même segmentation, etc. Donc, ça, c'est toute cette approche de segmentation qui est faite sur une donnée d'entreprise. Un autre élément dont tu parlais justement, Alexis, et ce que permet de faire entre autres Faro, c'est les éléments qui vont être ce qu'on appelle les events. Alors, event au sens très très large, ça va être par exemple quelqu'un qui a fait des likes sur un commentaire et tu sais que ce commentaire-là, les gens qui vont le liker, ils sont hyper intéressants. Ça peut être aussi des boîtes qui ont fait des levées de fonds. Ça peut être des boîtes qui recrutent des sales ou qui recrutent des devs, etc. Tous ces éléments-là, tous ces events, en fait, sont des éléments qui sont déclencheurs. Donc, tu peux définir, et c'est ce qu'il faut faire au début du lancement de sa prospection, c'est bien définir effectivement le type d'entreprise. On parlera du type de personne probablement après, Alexis, mais c'est bien définir le type d'entreprise cible. Et c'est un sujet qui aujourd'hui est de plus en plus important parce que on a passé la vague des grandes masses, c'est-à-dire qu'avant, on faisait des grandes pubs dans tous les sens. Ensuite, on est passé dans la période de l'emailing en masse, pas vraiment ciblé, mais on se dit, j'arrose, je vais bien trouver les clients. Il y avait même un truc, c'était quoi, les bus mail? Je ne sais pas si tu as connu ça. J'ai pas connu ça, non. C'était dans ta boîte aux lettres. Je parle au papier, là, donc je remonte un peu le temps. Puis il y a peut-être le mailing papier quand même. Les bus mail, tu recevais dans ton entreprise plusieurs, c'était des cartes, je crois. Tu avais une sorte d'enveloppe avec plusieurs cartes et tu avais plusieurs boîtes qui s'étaient associées pour prospecter. Je crois que ça s'appelait bus mail. Et tu as le mailing papier qui a quasi complètement disparu, et pourtant qui est aussi hyper intéressant, peut-être qu'on en parlera plus tard. Moi, j'aime bien aussi dans les approches parce qu'il est intéressant parce qu'il ressort de ce qui existe, c'est-à-dire que maintenant, on ne reçoit plus de courrier. Quasiment dans une boîte, tu reçois quasiment plus de courrier. Du coup, quand tu reçois un mailing papier bien foutu, du coup, tu as tendance à le regarder alors que de l'emailing, tu regardes moins. Et donc, on est passé… tu sors du lot, complètement. Ouais, tu sors du lot. En fait, de toute manière, l'exemple, la stratégie est toujours de sortir du lot et de la masse. Et donc, on est passé aussi au cold email et on voit que la réussite du cold email, donc le cold email,
c'est le fait d'envoyer des emails avec un temps d'attente entre chaque personne à qui tu envoies. Donc, tu peux pas envoyer beaucoup dans une journée. Donc, il y a plusieurs solutions. Tu parlais de Lemlist, par exemple, qui faisait ça, qui est une super belle boîte française, qui ont une très belle réussite. Et il y en a d'autres. Mais je ne pense pas avoir fait une réussite comme eux au niveau impact en aussi peu de temps. C'est quand même assez impressionnant. Mais effectivement, comme c'est une belle réussite le cold email, que c'est beaucoup utilisé, il y a aussi beaucoup de gens qui l'utilisent de manière moins en segmentation et en hyper-personnalisation et plutôt en masse. Et c'est justement de ça dont vous voulez parler sur l'approche ABM, qui est une segmentation, mais très ciblée dès le départ. Et donc, je vais peut-être te repasser la main. Ouais, c'est ça, je reviens. Exactement, mais c'est le point, effectivement, c'est qu'il y a des outils très bons, Lemlist, la grosse machine, Walaxy, il en existe pas mal qui sont venus démocratiser justement ces séquences outbound, ces séquences de prospection à froid. Et on est devenu un peu impatient. Donc, on a créé des listes assez importantes. C'est devenu accessible pour tous. Et aujourd'hui, les prospects sont un peu habitués à ça, quoi. Ils sont un peu habitués à recevoir des emails qui sont plutôt bien construits, qui sont plutôt bien organisés, qui respectent vraiment toutes les techniques de l'art du cold emailing. Même si c'est pas le cas de tout le monde, évidemment, et qu'il faut toujours progresser sur l'écriture. Mais voilà, c'est devenu de plus en plus compliqué de se démarquer, et il faut avoir une connaissance de plus en plus fine pour pouvoir émerger, en tout cas éveiller la curiosité du côté prospect. Et comme tu le disais, il y a plusieurs techniques par rapport à ça. Il y a la technique de l'hypersegmentation pour vraiment être sûr de parler à ses prospects, à ses bons prospects, et d'autres techniques, d'autres stratégies comme celle de l'ABM. Donc, tu l'as bien défini au départ, mais l'ABM, personnellement, moi, je ne le comprenais pas au départ. Je ne savais pas vraiment ce que c'était. J'avais l'impression que c'était cibler des sociétés très finement et puis essayer d'avoir un petit peu de contenu pour elles. Et en bossant le thème depuis pas mal de mois, je me suis rendu compte que c'était assez différent. C'est un changement de paradigme total pour moi côté marketing, vraiment, parce que ça implique énormément de changements. C'est vraiment cibler des sociétés en particulier. Donc, comme tu l'as dit, on va de plus en plus sur ce shift où on cible des boîtes avant de cibler des personnes. Et donc, on a cette liste de sociétés très présente, donc 20, 30 sociétés en fonction de votre force commerciale, et ce sont vos cibles. On sort pas, si on est même extrémiste dans l'approche, on ne sort même pas de ça. Je crois que tu as un exemple là-dessus, Denis, où tu disais… c'est effectivement, tu as raison, il y a une boîte française qui est une des premières boîtes françaises à avoir fait ça il y a très longtemps, de manière assez radicale en France, c'était Email Vision. Enfin, c'est toujours, je ne sais pas s'ils existent encore. Email Vision, en fait, c'est une boîte qui fait de l'emailing. Et Nick, le fondateur, est un fou furieux de l'ABM. Et donc, une de leurs approches dès le départ, c'était en fait de faire chaque année ou chaque semestre la liste des entreprises cibles. Et hors de la liste de ces entreprises cibles, en fait, aucun sales ne pouvait prendre un autre client. Donc, en gros, on va dire que tu as une liste de 100 ou 200 entreprises qui sont nommées, identifiées pour des raisons, et c'est ça qui est important, c'est la définition de ces raisons. Donc, tu as ces 100 ou 200 boîtes. Et si moi, j'arrive avec Drop Contact, je dis « Bonjour, je voudrais prendre un abonnement chez Email Vision », les mecs soit te répondent pas, soit te sortent un élément pour t'éliminer assez rapidement en te disant « Bon, votre budget minimum, il est de 70 000 €. » Donc, en général, ça permet d'exclure un peu les gens. Et en fait, ce qui va loin dans cette approche, qu'on pourrait dire, mais c'est assez aberrant, c'est qu'elle n'est pas du tout opportuniste. Elle est pas du tout opportuniste, elle est vraiment réfléchie, analysée et définie stratégiquement, parce qu'en fait, ce n'est pas du tout uniquement les sales, c'est l'ensemble de la boîte. C'est-à-dire que quand tu vas travailler en ABM comme ça, la liste de tes clients est aussi un secteur d'activité. Ce qui veut dire que tu vas embarquer aussi ton marketing. Ton marketing va être dans le même sens, c'est-à-dire que on va dire que si par exemple tu fais de la téléphonie, tu as défini que ton segment était ce type de boîte en téléphonie, tous les articles que tu vas faire, tous les posts, tout ce que tu vas faire sur ton blog, tes pages, tes landing pages, tes livres blancs, même ton site web, en tout cas une partie de ton site web et toute l'équipe commerciale va être orientée pour faire des messages à destination de ces boîtes-là. Et c'est hyper intéressant parce que tu prends une expertise, ça revient aussi d'un bouquin, je voyais, c'est Moore, Crossing de chasse ou de cage, je ne sais jamais comment on le prononce, un vieux bouquin très classique des années 80-90 qui explique en fait quand tu commences à attaquer un marché, au tout début en fait tu as des early adopters, parce qu'on connaît à peu près tous dans nos business, les gens qui sont là, ah ouais très bien, je mets ma carte bleue, super, j'ai trouvé un truc génial, etc.
c'est des gens qui prennent, bon, comme moi parfois d'ailleurs, AppSumo, Product Hunt, etc. Donc, tu as tes early. Et donc, toi, quand tu montes ton produit, ouais, c'est super, tout le monde est hyper heureux, c'est hyper cool et tout le monde va me lâcher, je vais être le roi du monde. Et puis, tu te rends compte qu'après, tu as un passage qui est de passer sur les gens qui sont plus early. C'est plus complexe, hein, je le fais très vite. Qui sont plus early, mais qui sont la masse, en fait. Tu vois, c'est quand tu arrives sur un iPhone au début ou un OnePlus et tout d'un coup, tu arrives à avoir tout le monde qui veut avoir un iPhone ou un OnePlus. Et ça, c'est très difficile. C'est vraiment d'une grande, grande complexité. Et ce que Moore explique dans son bouquin, une des approches et des solutions qu'il suggère, c'est justement d'attaquer une verticale, de prendre une verticale de manière très précise. Et pour moi, c'est un petit peu l'origine de la réflexion sur l'ABM, c'est ce bouquin-là, même si après, ça a été très théorisé, amélioré. Mais c'est ça, c'est de se dire que au lieu de tout prendre, comme au départ, quand on monte sa boîte, je vais prendre partout, je vais faire de la pub partout, etc. On est en mode très opportuniste. Alors que quand tu commences à rentrer sur un mode de segmentation, de ciblage, ça nécessite déjà de réfléchir à ce qui est le plus rentable pour toi, à réfléchir ta stratégie marketing, à définir ta stratégie de sales. Et donc, ça a forcément, une fois que tu mets ça en place, ça a forcément des impacts qui sont beaucoup plus intéressants pour ta boîte. Ouais, complètement. Je pense qu'effectivement, ce que tu dis, c'est intéressant, je pense, dans la partie séquençage, parce que, notamment quand tu peux lancer quelque chose, je pense que c'est bien d'avoir une attitude qui est opportuniste, parce que, bon, il faut rester agnostique sur les personnes qui vont venir vers toi. Tu as potentiellement des petites idées, mais souvent, tu peux te laisser vraiment contredire par la réalité, et c'est une bonne chose. Mais au fur et à mesure du temps, il y a plein de choses qu'on apprend. Il y a des typologies de clients qui sont plus sujets au churn que d'autres. Il y en a d'autres sur lesquels il va y avoir de l'upsell qui va être possible et pas sur d'autres. Certains sujets aux intégrations et pas d'autres. Enfin bref, la valeur qu'on va pouvoir ajouter au client, elle va vraiment, vraiment évoluer dans le temps. Et donc, une stratégie ABM, elle va être plutôt attribuée sur des gens qui ressemblent aux gens qui ont une grande valeur pour toi, mais qui, au départ, effectivement, comme tu le disais à juste titre, ne vont pas se laisser convaincre tout de suite par uniquement une séquence d'emailing, qui ont besoin d'avoir un tout petit peu plus d'entendre parler de ta société un peu plus fréquemment, dans des contextes un petit peu différents, avec différents canaux. Bref, d'être là pour les accompagner au fur et à mesure un peu de leur vision d'achat. Et donc, ça se séquence bien un petit peu dans cette affaire-là. On va dire que toute une séquence d'ABM, elle ne peut pas débuter tant que vous ne connaissez pas les gens qui sont intéressés par vos solutions et tant que vous n'avez pas segmenté un petit peu les clients que vous avez dans votre base. Sinon, vous allez faire, je pense, n'importe quoi. Et donc, le préalable à toute séquence d'ABM, c'est vraiment segmenter ses clients et regarder vraiment segment par segment ce qui reste, ce qui ne reste pas et ce qui ressemble au prochain. Ouais, donc, pardon, ouais, vas-y. Non, mais c'est vrai qu'on ne peut pas. Dès le début d'une boîte, tu ne peux pas commencer ta boîte en disant je vais faire de l'ABM. Parce que tu es obligé au tout début, forcément, d'avoir de l'opportunité. Forcément, tu cherches ta cible. Parce que ta cible, tu la projettes. Tu vois, vous étiez 3 fondateurs, moi j'étais seul. On a avancé chacun avec nos idées dans notre direction, disant ouais, mes clients, c'est ça, je connais mon client, je sais ce que ça va être. Donc, entre le fantasme, le rêve et la réalité, il y a un peu de décalage. Et du coup, justement, au début, tu sèmes un peu à tout vent, comme dirait Larousse, on va dire. Tu es vraiment un peu en recherche, etc. Et donc, tu es obligé, tu as raison, tu es obligé de t'alimenter, d'analyser, de voir tout ça. Et ce qu'on a tendance, à mon avis, peut-être à perdre de vue quand on est pris dans le quotidien, sur la partie sales, sur la partie marketing, et encore plus parfois en tant que fondateur, c'est qu'on avance et par moment, il faut se poser. Je trouve que par moment, il faut se poser et se donner les moments donnés. On dit, OK, regardons dans le rétroviseur, mettons-nous du temps pour analyser les clients qu'on a, ce que j'évoquais tout à l'heure, et qui va te permettre déjà, dans une première étape, de segmenter ou de faire du lookalike, etc. Qu'est-ce qui est rentable? Quels sont les clients où on a pris beaucoup de temps, mais finalement, ça ne nous a pas rapporté beaucoup. Cela, on ne prend pas beaucoup de temps et ça nous rapporte beaucoup. Cela, ils signent vite, etc. etc. Déjà, d'avoir ce coup de spot. Et ça nécessite de faire des breaks, parce qu'une fois qu'on est parti, on a tous tendance à être la tête dans le guidon et d'être dans l'opérationnel. Et ça, c'est toujours l'élément dont ça dépend des boîtes, hein, mais il faut y de la taille. Il faut toujours se méfier de cet aspect d'opérationnel qui nous prend tous un peu une drogue quand même, et se laisser des moments donnés où on va aller faire des analyses. Et c'est vrai que moi, j'aime bien le côté où tu te planifies déjà par trimestre ou par semestre, en tout cas, ces moments un peu privilégiés où tu vas dire on va se poser, on va prendre 2 jours, on va commencer à analyser, voir, creuser, etc. Et ça, évidemment, tu ne peux pas le faire au début parce que tu n'as pas de matière, tu n'as pas de client, tu n'as pas de prospect, tu n'as que des idées. Donc, il faut, comme tu disais, travailler ça. Et la première étape,
ça va même pas être de définir ton ABM. Ta première étape, ça va être déjà d'analyser, de pouvoir segmenter et d'avoir ce temps-là de réflexion pour pouvoir se dire, mais attends, je vais faire mes itérations et je vais faire mes tests, en fait. Ah, carrément, carrément. Moi, je pense que si on prend 10 sociétés, il n'y en a pas 5 qui savent exactement vertical par vertical comment représenter leur portefeuille. C'est assez basique. C'est parce que c'est pas évident déjà. Hein. C'est pas forcément évident de le savoir. Mais je suis d'accord avec toi. Cette période où il faut se poser, elle est déterminante. Je sais que nous, on essaie de la faire de deux manières. Donc, à travers l'analyse, même si on doit progresser énormément sur ce sujet. Si mes fondateurs m'entendent, ils seront d'accord avec moi. Et la deuxième, c'est beaucoup par la prise de notes, par l'écriture. Je sais que nous, on essaie de passer beaucoup de temps, que ce soit sur ClickUp, Notion, peu importe les outils, ou sur une feuille blanche, un bloc-notes, sur tout ce qui se passe, sur les difficultés qu'on vit, sur les différentes segmentations. Essayer de contredire, essayer des fois de comparer un petit peu ce qu'on a en tête par rapport à la réalité des chiffres. Et ça permet de faire avancer, effectivement, de se dire que la société, elle ne va pas forcément vivre comme elle a vécu pendant les 12 derniers mois ou pendant les 6 derniers mois, mais que pour passer d'autres étapes, elle doit forcément évoluer sur des thèmes. Et ça nécessite cet arrêt un petit peu, cette reconstruction pour envisager la suite. Et je suis d'accord, je l'encourage aussi à un moment à mettre un stop et se dire que c'est mieux pour la suite de la croissance. Alors, ouais, vas-y. Non, je voulais rebondir sur ce que disait Thomas. En fait, ça pour moi, c'est plutôt l'analyse et la segmentation par rapport à la remarque de Thomas sur l'analyse de sa base, extraire les profils, les représenter et identifier. Pour moi, l'ABM, ça va beaucoup plus que loin que ça, parce qu'en fait, c'est vraiment déterminer le scope des clients, en tout cas des prospects que tu veux obtenir. C'est-à-dire, en gros, tu as ta liste de clients, de prospects, et dans cela, tu dis, je vais en signer tant de pourcents. Et je vais mettre en face, une fois que j'ai fait cette liste, donc il y a toute l'analyse au préalable, une fois que j'ai fait cette liste qui est stratégique, raisonnée, analysée, qui a un vrai sens, c'est qu'une fois que tu as cette liste, en fait, tu réfléchis aux moyens que tu vas mettre en place à quelque niveau que ce soit pour atteindre cet objectif de signature de ces X clients. Si tu fais ta liste de 100 clients et tu dis je vais en signer 60%, je crois que ton micro, un peu de vibration, Alexis. Ah, moi Ouais, c'est toi, je te confirme. Donc, effectivement, à partir du moment donné où tu as cette liste de 100 clients et que tu vas en signer 60%, en fait, tu vas aligner finalement toutes les approches dans ton entreprise en marketing, en growth, acquisition, en sales, en communication, en growth engineer, etc. pour atteindre ça. Donc, après, c'est une fois que tu as défini ça, enfin en même temps, mais une fois que tu as défini ça, tu regardes les moyens que tu vas mettre en place pour atteindre ça. Et c'est ça que tu vas suivre, en fait. Et c'est ça qui va suivre finalement dans tes réunions commerciales, tu vas dire, ou même market et autres, tu vas dire, mais attends, là, on n'en a signé que 10, etc. Tu es vraiment tu te donnes vraiment les moyens. Il y a un truc que j'aime bien, moi, j'avais fait ça à un moment donné quand je cherchais un poste. J'avais identifié, moi, je cherchais à être directeur marketing dans les boîtes qui font de l'externalisation de la paye. Ça date avant même que Payfit, je ne sais même pas s'ils avaient passé leur diplôme ou s'ils étaient, ils étaient nés quand même. Mais voilà. Et donc, du coup, j'avais ciblé les boîtes et j'avais pas envoyé une lettre de motivation avec un CV, j'avais vraiment fait une synthèse avec des recommandations, une approche très particulière que j'avais envoyée, mais je connaissais tout de chacune des boîtes. C'est-à-dire que j'avais vu les comptes de résultats, je connaissais les salaires des gars, les chiffres d'affaires sur plusieurs années, etc., la croissance, etc. Donc, un vrai travail. Et tu vois, maintenant, en parlant et en y pensant là, je me dis que, en fait, ça, c'était déjà une approche d'ABM. Et tu vois, moi, quand nous, on recrute des gens, une des premières questions qu'on pose aux gens, on dit, bon, du coup, tu peux nous parler de Drop Contact, qu'est-ce que tu as compris, on fait quoi ou comment? Et il arrive, pas tous les jours, mais il arrive quand même qu'il y ait des gens, que ce soit en dev ou que ce soit même en content ou marketing, qui disent, non, mais j'ai pas eu le temps vraiment de voir, je crois que ça fait ceci, fait ça. Et là, le mec s'est disqualifié d'entrée de jeu parce que tu ne connais pas le sujet. Et donc, quand tu fais de l'ABM, tu t'es donné tous les moyens. C'est un peu, je vais faire mon petit sujet un peu. C'est comme si tu voulais draguer une personne et que du coup, tu as su quelles étaient ses copines, quel était un peu le réseau. Enfin bon, tu t'es un peu cultivé un peu sur la personne pour te donner le plus de moyens de te donner des chances de réussir, j'allais dire à closer. Oui. Je te repasse la parole. Vas-y, Alexis. Oui, c'est ça, mais c'est vraiment c'est un changement de paradigme, le point de départ, c'est-à-dire effectivement, je pense l'ex-segmentation, ça peut être vous ciblez des SaaS entre 10 et 19 personnes qui sont en croissance, et donc vous savez qu'il y a certains patterns qui se rejoignent un petit peu entre ces sociétés, et vous essayez
Au niveau marketing, parce que c'est l'amont, en fait, dans une approche assez classique, elle est plutôt gérée par la partie market qui génère, et ensuite on demande au SDR, BizDev, peu importe les termes, il y en a 150 000, de faire en fonction de ce qui est généré par le marketing, avec des leads qui sont plus ou moins qualifiés, qu'on doit qualifier avant les démos. Et là, c'est vraiment très différent. C'est un travail qui est en amont très en commun entre la partie marketing et la partie sales pour se mettre d'accord sur des comptes. Dire, donc c'est ce set de sociétés, donc c'est 20, 30, 50, 60 sociétés en fonction du pipe commercial que vous pouvez avoir. Et tout le marketing et tous les ETP sales vont être dédiés par rapport à ces comptes. Donc tout le contenu qui est créé par le service marketing sera uniquement avec l'objectif de pouvoir closer, enfin en tout cas éveiller la curiosité pour les sales derrière. Vous ne pouvez pas créer un article très généraliste qui puisse être adressé à l'ensemble des SaaS. Il faudra vraiment travailler sur des articles qui vont être spécifiques par rapport à la société que vous allez pouvoir amener à avoir dans votre choix d'ABM. C'est un changement total. Et justement, ça se caractérise beaucoup par un réalignement, enfin un alignement total entre le marketing et le sales. Parce que là, vous ne pouvez plus du tout entendre je close pas parce que les opportunités ne sont pas bonnes. Là, ça ne marchera plus. Ça ne fonctionnera plus côté sales. Et le marketing ne pourra pas dire que c'est la faute non plus des sales. Enfin, bref, c'est un alignement des deux services qui se mettent un petit peu en commun et dans lequel toutes les ressources sont créées en fonction de ces comptes. C'est pareil pour les séquences d'email. Alors, ça peut être, vous pouvez avoir différentes pas temporalités, mais effectivement un ciblage qui peut être plus ou moins fin sur votre partie ABM. Mais si vous avez vraiment un ABM qui est dédié sur des très grandes sociétés, là, toutes vos séquences d'outbound, elles vont être extrêmement personnalisées. On va au départ parler de difficultés qui vont être liées à la société, difficultés qui vont être liées au rôle, et même aller jusqu'à la granularité de la personne et de vraiment comprendre qui c'est. L'exemple est toujours un petit peu casse-gueule dans celui que tu as pris sur l'enjeu de la drague, mais pourtant il est souvent très vrai. Enfin, c'est très ça. Il faut vraiment comprendre la personne qu'on a en face de nous dans une approche assez holistique pour tout comprendre et créer une séquence ultra personnalisée. C'est ça qui va permettre derrière de pouvoir éveiller de la curiosité et d'être traité et de générer de l'envie, en tout cas pour les sales derrière. Interprété sur le sujet des sales, mais d'en générer de l'envie. En fait, par rapport à la drague, en fait, ce que je trouve, moi, ce que je constate, c'est parfois et finalement un peu assez souvent, tu vois, quand tu as une équipe de SDR, BDR, que tu fais de l'inbound, etc., un des sujets, c'est que on met pas toute l'énergie. C'est-à-dire que souvent, on est un peu en mode vernis. C'est-à-dire qu'on va mettre de l'énergie parce que la personne a répondu, on va la contacter, on va la travailler, et puis finalement, si le mec n'a pas acheté, bon, bah, ça reste dans ce que j'appelle le fond du panier du CRM, puis on va envoyer des newsletters, etc. Quand tu es dans une approche ABM, en fait, tu changes complètement d'approche parce que tu veux signer avec cette personne. Ouais. Tu vas pas dire, je vais avoir une masse il me faut des prospects, il me faut des leads. Ouais, par rapport à Thomas, souvent, quand je dis client, je pense aussi prospect. Par rapport à la remarque. Très, très souvent, en fait, il me faut du lead, il me faut des prospects. Donc, on est dans cette course un peu effrénée de prospects de lead et finalement, entre guillemets, qu'on traite mal. Quand je dis qu'on traite mal, c'est qu'on ne traite pas à fond, qu'on ne se donne pas forcément les moyens. Quand tu es en ABM, par définition, tu as complètement changé l'approche. C'est-à-dire qu'en fait, ton but, ça va être de faire réagir ce lead-là. Et tu as choisi le lead. Tu sais que c'est lui que tu veux capter ou cela que tu veux capter, ce qui n'est pas pareil que quand tu vas aller faire une approche de publicité, que tu vas générer des leads, que tu vas qualifier, que tu vas rentrer. Tu mets beaucoup plus d'énergie, tu vas vraiment vouloir te donner les moyens dessus. Ah, carrément. On peut montrer la slide si tu veux, Denis, avec ce séquençage un petit peu qui s'opère, qui est assez résumé et qui reprend un peu ce qu'on s'est dit. Mais justement, de dire, dans l'organisation non ABM, justement sur cette première étape, ciblage des prospects, bon, à part organisation un petit peu étrange, mais souvent, c'est vraiment le marketing. Et là, donc, on a une itération constante sur les cibles, une remontée d'informations de la part des sales vers le marketing et un travail en union au départ d'une période, donc d'un quarter, d'une année, d'un mois, en fonction de votre granularité, où les deux services sont en commun. Et la liste spécifique, elle est faite ensemble. Ce n'est pas le marketing qui décide, c'est vraiment l'ensemble qui décide. Et ça, derrière, ça va aider énormément. Pareil, le sales, les sales derrière vont aider pour identifier les points qui remontent le plus à l'intérieur des démos, des discours, des discussions qu'on peut générer de manière très personnelle pour comprendre un petit peu les éléments de langage qui fonctionnent.
et qui vont permettre derrière au marketing de pouvoir créer des campagnes très personnalisées en fonction de pain très, 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 très ciblées par rapport à la personne qu'on a en face de soi. Et sur ces constructions par exemple, sur ces constructions de campagnes, ce que je disais, donc, on va avoir des choses très, très personnalisées, des landing pages qui vont être peut-être même à la société, dans lesquelles on va retrouver des choses qui sont vraiment spécifiques pour une société en particulier. Pareil pour les ads. Donc, on peut mêler l'idée à cette étape, en tout cas dans cette deuxième étape, dans la partie construction de messages, ça peut être de mélanger les canaux. Donc, on peut très bien avoir la prospection outbound, LinkedIn, email, mais en même temps, en amont, peut-être avoir travaillé sur des campagnes de pub qui sont elles aussi très, très personnalisées. Et là, tout ça, ça va entraîner une partie qui va être, je pense, beaucoup plus agréable côté sales, mais qui nécessite beaucoup de travail aussi de leur part. C'est des démos ultra quali. Et dans ces démos ultra quali, c'est ce que tu disais un petit peu tout à l'heure, Denis, quand tu parlais des candidats que tu peux avoir en face de toi et qui ne connaissent pas véritablement tous les enjeux de Drop Contact, qui n'ont pas forcément compris toute l'activité dans laquelle elle se situait. Ici, il n'y a pas le droit à l'erreur non plus. Côté sales, il faut vraiment connaître parfaitement sur le bout des doigts les sociétés que vous avez en face de vous si vous êtes dans une stratégie ABM. Vous ne pourrez pas vous sauver avec une phase de découverte plutôt bien faite. Il faut vraiment connaître au départ et pouvoir accentuer sur les points qui vont être déterminants pour votre prospect. Et sur la partie nurturing, c'est aussi très changeant et c'est une partie qui peut être aussi présente sur des comptes à grande valeur. C'est sur cette partie d'onboarding ou cette partie de nurturing, travailler aussi sur quelque chose qui est très, très personnalisé. Donc, de ne pas forcément avoir la campagne de 5-6 emails post-inscription dans lequel tout le monde, toutes les sociétés vont les recevoir, mais vraiment avoir quelque chose de dédié, individualisé pour la société qui est en face de vous. Ça, c'est un gros shift, c'est une grosse modification du travail des sales, mais aussi beaucoup du marketing qui doit lâcher prise sur les étapes amont et vraiment recréer en fonction de ce qui est en face de quoi. Je ne sais pas si tu partages ce point de vue, Denis. Ouais, tout à fait. Vraiment, mais en plus, il y a un complément que j'ajouterais pour compléter ce que tu viens de dire, c'est que, en fait, je trouve que quand on est sur l'approche ABM, le point, c'est que le discours s'améliore. C'est-à-dire qu'à partir du moment donné où, par exemple, le ciblage de la liste des clients sont des boîtes qui sont dans la téléphonie, en fait, pour chaque boîte de téléphonie, tu vas, en tant que sales et en tant que marketeur, tu vas de mieux en mieux connaître leurs problématiques, de mieux en mieux connaître leurs propres termes, leurs propres sujets, ce qui les fait réagir, etc. Donc, tu prends une culture au niveau de l'ensemble de ta boîte pour hyper spécialiser et avoir un message qui est bien plus adapté. Tu vois, on en parlait quand on faisait nos petits calls hier, c'est que si tu t'adresses à des gens qui sont des gens qui, alors on va parler B2C, qui adorent, qui sont végétariens, au fur et à mesure que tes sales s'adressent à eux, que ton message marketing, etc., devient de plus en plus spécialisé, tu connais la culture, tu connais tout l'ensemble de ces éléments-là. Et donc, tu deviens, entre guillemets, un expert et avec des messages qui passent mieux, d'autant plus que tu as des références. C'est-à-dire que quand tu parles d'un sujet d'une marque très connue chez les végétariens, alors qu'au départ, tu ne connaissais rien, du coup, et qui sont clients, et qui sont clients, et qui sont clients, ça donne plus envie, en fait, de signer pour ta propre boîte. Idem, tu vois, ça ne sert à rien d'envoyer des messages de végétariens à des gens qui mangent de la viande. Donc, on a vraiment cette spécialisation, certes, des messages, mais ce que je voulais dire, c'est surtout le fait que l'ensemble de la boîte, market, sales, essentiellement, est dirigé et a une meilleure approche. Tu vois, si tu arrives sur Drop Contact et que je te dis qu'on a signé avec SFR, Bouygues et Orange, et que tu as Free qui arrive, ils vont se dire, tiens, pourquoi eux sont allés? Donc, tu as un aspect de réassurance, tu as une connaissance, et puis surtout, tes équipes savent répondre à la problématique dans ton produit, dans le marketing et dans le sales. Donc, la BM, sur ces verticales-là, et tu en changes, ça évolue dans le temps, tes secteurs, mais au moment donné où tu attaques une verticale et une liste de prospects, tu vas vraiment travailler celle-ci. Oui, complètement. Et oui, le mieux, c'est de faire de l'hyper-personnalisation à l'intérieur, bien sûr. Et justement, sur cette hyper-personnalisation, je pense elle ajoute aussi quelque chose, c'est un critère presque d'expérience et d'émotion, parce que vous n'êtes pas, c'est pas la même expérience de se faire prospecter avec un message bien monté, mais un petit peu, on va dire, random, qui génère une démo et ensuite une inscription, vs vraiment une expérience de prospection dans laquelle on s'est intéressé à vous. Votre rapport à la société, il est très différent. Et notamment dans le cadre des SaaS, ça peut avoir des impacts assez forts sur la partie churn.
Parce que je pense que c'est à peu près logique pour tout le monde, mais on ne churne pas uniquement par la qualité d'un produit. Hein. Il y a beaucoup d'éléments qui peuvent faire churner ou qui évitent à quelqu'un de passer vers le churn. Et l'expérience de prospection qu'il a pu vivre, les relations qu'il a pu créer avec les différentes personnes à l'intérieur de la société, ça en fait énormément partie. Ça a beaucoup de valeur aussi de ce point de vue-là. Donc c'est à tous les niveaux de la société, comme tu le disais assez justement. Je voulais prendre un exemple un petit peu pour essayer de quitter la théorie un tout petit peu, et j'essaierai d'inventer un exemple par la suite, en tout cas de vous présenter un exemple que j'ai pu travailler ce matin, mais je voulais vous en prendre un qui est assez parlant, je trouve, qui est aussi assez connu, qui est l'exemple de GumGum. Peut-être que tu connais, Denis. Non, je Tu ne sais pas connais de pas? quoi tu vas nous parler. Eh ben, c'est l'exemple de GumGum qui a tenté de prospecter la société qui s'appelle T-Mobile. Je vais vous montrer l'exemple. Tac. Hop. Pardon, excusez-moi. Hop, hop. Bon, je vous en parle en même temps et je mettrai juste après le lien. Donc, qui a tenté de prospecter la société T-Mobile. Et GumGum, c'est une société qui travaille pour l'amélioration des réseaux et avec une technologie, mais peu importe la technologie. Et ils se sont rendus compte que le meilleur interlocuteur pour eux, c'était le CEO de T-Mobile. Donc vous imaginez que le CEO de T-Mobile, ce n'est pas quelqu'un qu'on peut toucher comme ça tous les matins. Ce n'est pas forcément une campagne de 3 emails qui va fonctionner pour lui. Il va falloir aller un peu plus loin. Et les équipes marketing et sales se sont rendus compte que c'était quelqu'un qui était absolument fan des comics. Absolument fan. Et ils ont dédié leur stratégie à l'écriture d'un comics dans lequel il y avait d'un côté un héros type Batman qui était représenté par la société T-Mobile et Robin qui était représenté par GumGum, et l'écriture de tout un comics lié à la collaboration entre T-Mobile et GumGum comme société. Ça a évidemment forcément beaucoup plus alerté le CEO que si c'était juste un cold emailing. Il s'est senti forcément énormément valorisé. Je crois qu'ils ont signé la société et un énorme coup de pub derrière. Je vais essayer de vous montrer juste en image rapidement à quoi ça ressemble. Tac. C'est vrai que le contrat ne devait pas être de 29 € par mois. Non, ça ne va pas être 29 € par mois, non. Effectivement. Mais c'est un point d'ailleurs par la suite qu'on peut évoquer. Donc, je ne sais pas si vous voyez cette partie-là. J'arrive, je partage. Bon, là, on est sur de l'extrême personnalisation, mais c'est pour vous montrer qu'aussi l'ABM, c'est introduire un point qui est assez nouveau. L'ABM, c'est aussi un sujet dans lequel vous pouvez avoir beaucoup de créativité. En fait, effectivement, c'est un sujet de curiosité. Il faut éveiller de la curiosité pour générer de la démo et par la suite des ventes. Mais donc, il faut aussi être créatif, pas hésiter à l'être. Voilà, donc vous voyez le petit comics qui a été fait monté par l'équipe marketing. Donc ça permet d'éveiller la curiosité d'un patron d'une société énorme comme peut l'être T-Mobile. Toi, c'est les voyages à Bali, non, qui t'intéressent à titre personnel, non? C'est-à-dire, si on veut vendre à Faro, il faut te payer un voyage à Bali, c'est ça? Tu dis à cause des cheveux longs? Non, non, je ne pensais pas à ça en particulier. Je pensais juste que c'est cool. Ouais, ça peut être sympa. Écoute, si on me propose un voyage à Bali pas trop cher, il y a des chances que j'accepte une démo. Ouais. Ouais. Mais tu sais, c'est quelque part, on en parle comme ça parce que l'ABM, on l'intellectualise un tout petit peu, mais quelque part, on en fait quand on fait du networking. Quand tu fais du networking à un moment donné dans certains réseaux spécifiques, bah, tu vas être réuni avec des gens qui sont dans tel secteur ou autre, et c'est ça qui joue. Alors, c'est de manière un peu différente, et c'est pas du pur ABM parce que tu n'as pas identifié des entreprises dessus, mais tu es quand même sur une approche en général, de ciblage en networking dans certains secteurs très privilégiés dessus. Quand tu essayes de rentrer, j'en parlais en téléphonie, mais tu vois, quand tu essayes de rentrer en tant que sales dans des réseaux de networking de téléphonie, bah, c'est ça, hein, ou d'aller faire du golf dans des réseaux aussi comme ça, ou des clubs. Non, mais ça se rejoint un petit peu, hein, l'air de rien. Donc, on le fait un petit peu intuitivement pour une partie. Et puis nous, pour une autre partie, on est plus dans une approche souvent qui est assez opportuniste. Et c'est vraiment ce changement-là, quoi. On enlève tout l'aspect opportuniste et on a vraiment défini la liste des boîtes. Et ça, c'est quand même très, très particulier, quoi. C'est très particulier. Et donc, pour parler justement sur la partie créativité, je pense que c'est souvent cette créativité, ce que je veux dire, c'est qu'elle est limitée uniquement par votre coût d'acquisition. Ouais. Évidemment, vos ressources, elle est limitée forcément par le coût d'acquisition. Et ça, pareil, ça nécessite d'avoir une analyse en amont pour essayer de comprendre un peu quels sont les segments qui vous apportent le plus.
Ce qu'on parle souvent de customer lifetime, donc le nombre de mois que les gens vont rester chez vous si vous êtes dans des logiques d'abonnement, ou le panier moyen si vous êtes dans d'autres secteurs. Mais le moment où les gens restent chez vous, combien de temps ils restent chez vous, quel est le prix un peu de leur abonnement, et derrière, quels sont vos transfos sur les démos que vous pouvez effectuer, notamment sur les sociétés très ciblées, sur les stratégies d'ABM. Et ça, tout ça, ça va vous donner vraiment un coût d'acquisition, modulo le paiement des sales. Et ça va vous donner aussi donc, votre capacité pour chaque compte à dépenser pour arriver à susciter leur curiosité. Vous n'êtes pas obligé d'avoir des stratégies qui vont justement s'implanter pour tout le monde, dire dans tous les cas, je vais faire une politique de comics pour l'ensemble des sociétés qui sont la téléphonie. Non, pas du tout. Mais par contre, j'aurai un budget entre le marketing et sales qui va être 300, 400 euros pour créer des choses qui sont créatives et qui vont sortir un petit peu des clous. Ça nécessite du jus de cerveau. Je pense que c'est aussi vraiment pas mal du marketing presque, un peu plus ancien presque. Hein. On est sur des choses où on pose la question, qu'est-ce qui va plaire à quelqu'un ? Comment lui faire plaisir, comment arriver jusqu'à éveiller sa curiosité. Et ça, je pense que ça remet beaucoup d'intelligence aussi à l'intérieur de l'outbound, à l'intérieur de l'acquisition. C'est un vrai point en faveur de l'ABM. Ouais, mais puis surtout, je trouve que le vrai point en faveur de l'ABM, c'est que tu es dans la maîtrise. C'est-à-dire que tu es dans la stratégie, tu es dans la maîtrise, dans la compréhension, et du coup, tu te donnes les moyens de réussir. Vraiment, tu les réfléchis en amont. Et quand tu prenais l'exemple tout à l'heure, c'est vraiment cette réflexion de dire, OK, on veut signer chez lui parce que les contrats sont très gros et voilà. Et donc, comme on veut vraiment rentrer, on va se donner les moyens. Donc, on va réfléchir et mettre notre jus de cerveau pour savoir ce qui l'intéresse. Donc, on a le vrai sujet de d'abord savoir ce qui l'intéresse, connaître le profil, parce que là, on est vraiment plus que sur du personnel. Tu vois, on est vraiment sur de l'identification de la personne de manière précise. Un petit peu ce que je disais tout à l'heure, d'ailleurs. Donc, c'est ce point-là qui est, au lieu de saupoudrer, entre guillemets, au lieu de saupoudrer, comme souvent on peut être amené à le faire quand on fait du sales ou du marketing, là, on est vraiment sur mettre beaucoup d'énergie très précise sur des choses qu'on veut obtenir. Ouais. Et on sort, c'est un peu la logique on sort du sales de masse au sens très large, de l'emailing, de la publicité, même impossible, etc., sur quelque chose en ABM qui devient hyper pointu, maîtrisé, et surtout analyser en amont. C'est-à-dire que je vais déterminer ce secteur-là parce que j'ai un XT plus rentable, etc., etc. Dans ce secteur-là, je vais topper cette liste de boîtes parce que je sais que c'est celle-ci qu'on va avoir, qui a un vrai intérêt pour la boîte. Et du coup, on va se donner les moyens de réussir. Et on change complètement de la notion d'opportunité qui est moins forte à mon sens et qui marche très bien pour plein de boîtes, hein, ce n'est pas le sujet, à une démarche de je veux vraiment l'avoir, donc je me donne les moyens. Et tu sais, c'est comme ça rejoint aussi un truc qu'on a, tu sais, souvent dans le marketing, on dit qu'il faut 7 touches. 7, ça peut être 9, ça peut être 6, peu importe le chiffre, mais qu'il faut plusieurs touches pour signer un client. Donc le 7 est un chiffre qu'on aime bien dans le marketing. Il faut 7 touches pour avoir quelqu'un. C'est sûr que si tu fais un call d'email et que tu envoies un seul email, ta probabilité que le mec l'ait ouvert, elle est très faible. Pourquoi ? Parce que là, on est en train de parler. En ce moment, je reçois des mails. C'est à peu près certain que quand je vais finir, je vais passer sur d'autres priorités. Et le mec qui m'aura prospecté pour un sujet, je ne vais pas lire son mail. Donc, en fait, on sait, par exemple, qu'en emailing et en cold email, le fait d'envoyer un mail ou le fait d'envoyer 3 mails, c'est-à-dire le même email ou un mail légèrement différent en plusieurs relances, multiplie par 2 le taux d'ouverture. Donc, un email versus 3, c'est le taux d'ouverture moyen qui va se multiplier par 2. Mais tu vois, c'est cette... alors, je ne vais pas dire acharnement, mais cette résilience. C'est cette résilience, en fait, qui donne des fruits. C'est-à-dire que quand tu montes une boîte, si tu n'es pas résilient, tu n'as plus de boîte. Quand tu cherches à signer un client, si tu es résilient, tu as plus de chances de le signer que de survoler. Et vraiment, l'approche ABM, c'est ça. C'est on est focus pour aller signer. En plus, honnêtement, ça donne une sorte de hargne, quoi. Tu dis, mais je veux vraiment le signer, celui-là. OK, il a fermé les emails. Je passe par la porte, il a fermé la porte, je passe par la fenêtre, il a fermé la fenêtre, je passe par la cheminée. Donc, il y a vraiment aussi, dans l'aspect market et sales, un objectif. C'est lui que je veux avoir, quoi. Ouais, c'est tout à fait vrai. Et je pense que la partie ABM aussi, notamment sur le discours commercial, permet vraiment de savoir où on en est. Souvent, il y a une approche qui est justement très statistique. Quel est mon pourcentage de transfo sur un ensemble de sociétés. On ne sait pas vraiment ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas. On sait juste plutôt comment on se situe à un moment T, quoi. Et comment on sera T plus 1. Si vous avez une liste de boîtes
en particulier et qu'à la fin d'une période, vous savez exactement combien vous avez signé sur cette liste de boîtes définie, là, on peut travailler aussi sur des enjeux qui sont qualitatifs pour essayer de comprendre ce qui a plu et ce qui n'a pas plu. Et ça permet d'avancer, de faire progresser justement les discours commerciaux, le workflow un petit peu à l'intérieur, bref, plein de sujets qui permettent de faire avancer et probablement aussi d'améliorer d'autres types de prospection hyper segmentés par la suite. Si tu me permets, Denis, je voulais, pour éviter de faire peur sur l'ABM avec uniquement la partie comics et de se dire que si on n'est pas dessinateur, on ne peut pas faire de l'ABM, c'est d'inventer un exemple que nous, on vit en particulier, on le vit en tant que prospect, où on est une société SaaS qui a forcément beaucoup d'enjeux sur la partie RGPD. Et que ce soit mon associé ou moi, on se fait beaucoup prospecter sur le sujet. Et très souvent, on nous prospecte en fonction de critères. On voit qu'on est un SaaS, c'est une société qui est jeune, en croissance. Bref, c'est plutôt malin, il n'y a pas de souci de ce point de vue-là. Mais on reçoit, comme tu le disais, peut-être un, et dans le meilleur des cas, peut-être 2 ou 3 emails qui viennent ici. Mais pour ces sociétés-là, on est un client qui est un peu royal, on va dire. On est vraiment dans leur top tier, dans les sociétés qui sont très, très intéressantes pour eux. Et on peut se poser la question de savoir si justement, malgré le fait qu'on soit une PME ou que ce soit une PME qui nous prospecte, on ne pourrait pas justement avoir une partie de la prospection qui puisse être réalisée en ABM. Et j'ai essayé de prendre l'exemple justement sur une société qui était sur une société d'DPO et de voir un petit peu les étapes qu'elle aurait pu suivre. Donc, comme une société de DPO, donc comme je le disais, établit une liste de 20 sociétés. Voilà, 20 sociétés, SaaS. Juste, on essaie de regarder, de comprendre et de dire Faro en fait partie, par exemple. Faro est dedans. Et essayer de se dire dans une société qui n'est pas staffée sur les sujets de DPO, qui peut les traiter? Très probablement les cofondateurs, très probablement le CEO, peut-être, qui va être en DPO en charge. Jusqu'à présent, on n'a vu personne qui a regardé notre site internet en même temps qu'il nous avait envoyé des campagnes. Personne. Alors que pourtant, il y a beaucoup d'informations dessus, notamment sur ces sujets. Est-ce qu'on a une politique de cookies? Est-ce qu'on a une politique de confidentialité? Est-ce qu'il y a des mentions légales qui sont présentes sur le site? Il y a beaucoup de sociétés qui ne l'ont pas. Est-ce qu'on est en croissance? Est-ce qu'on lève? Est-ce qu'il y a des technos? Parce que les technos qu'on utilise, ça a aussi beaucoup d'impact côté RGPD. On a des DPA un petit peu différentes à signer en fonction des produits. Bref, il y a pas mal d'enjeux. Et justement, dans le cadre d'une société, d'une PME qui propose des DPO personnalisés, DPO externalisés, pardon, c'est les questions qu'elle doit se poser avant de créer la campagne sur ces 20 prospects. Pas juste avant le call et de se dire « Ok, j'ai vu que vous n'aviez pas de politique de confidentialité ». C'est vraiment en amont. Et toute cette analyse, toute cette insight qui va exister sur les sociétés et sur le prospect en lui-même, c'est ce qui va permettre de créer le contenu. Potentiellement, on pourrait se permettre de créer un contenu différent en fonction d'une société qui possède les mentions légales ou non, en fonction d'une société qui possède sa politique de confidentialité ou non, et créer des contenus très différents. Et parler des problématiques, les enjeux que ça va peser. Est-ce que vous allez pouvoir faire, je ne sais pas, une revente de société si vous n'êtes pas considéré comme RGPD compliant par un cabinet indépendant? Ça peut être des enjeux. Bref, essayez de se poser la question au maximum avant de réaliser vos campagnes et derrière de créer le contenu qui va être en lien. Et si cette pratique, elle est faite, elle nécessite forcément un petit peu de jus de cerveau, mais elle va faciliter l'écriture des campagnes par la suite. Elle va faciliter vraiment la construction de vos séquences à haute bande. Et derrière, vous pouvez être sûr que des prospects auxquels on s'intéresse beaucoup plus, c'est des taux de réponse qui sont beaucoup plus importants et puis des démos qui sont faites avec un regard complètement différent sur votre société. Voilà, en tout cas, l'idée, c'était de se dire, même si le pouvoir graphique à l'intérieur de votre société n'est pas forcément votre fort, vous avez le droit de vous poser des questions en amont sur vos prospects et du coup, de pouvoir créer des contenus qui sont plus traditionnels, mais ultra ciblés en fonction des sujets que la société est en train de vivre. D'ailleurs, je rebondis sur ton histoire, mais sur les mentions légales, il n'y a pas beaucoup de boîtes qui n'ont pas de mention légale sur leur site parce que c'est parfaitement illégal. Les amendes sont d'ailleurs colossales. D'ailleurs, une boîte qui n'a pas de mention légale, ce n'est pas une boîte à prospecter par définition. Parce que s'ils en sont à ce stade-là, c'est que soit ils font des trucs un peu bizarres, soit ils sont au tout début de leur boîte et donc à prospecter. Bon, après, ça dépend ce qu'on vend. Ce que je te propose, Alexis, peut-être, je vois que le temps passe, il est 14h50. Ouais. Peut-être on peut prendre quelques questions. Donc là, j'ai sélectionné quelques questions et puis on va essayer d'y répondre au fil de l'eau. Donc si vous avez des questions, profitez-en maintenant dessus. Alors, donc je les reprends un petit peu. L'ABM permet d'analyser sa base client afin d'en extraire les profils cibles les plus représentatifs, mais ici identifier les liens qui risquent de devenir des clients dormants ou inactifs.
Ouais, oui. C'est plutôt là pour moi, c'est vraiment de l'analyse de l'existant, du look-alike. C'est la première phase effectivement qu'on évoquait tout à l'heure avec Alexis. C'est vraiment l'analyse. Euh, L'étape surtout de l'ABM, c'est vraiment de nommer, de nommer la liste de tes prospects dessus. Ouais, c'est deux types différents, c'est deux ensembles différents. Et hop, sur les entreprises. Alors, quand on est dans une stratégie ABM et que l'on est terminé, on pilote son pipe sur les entreprises. Mais qu'en est-il des contacts associés à ce pool des entreprises, l'entrée dans le scope d'une stratégie ABM? Potentiellement, oui. En fait, tu peux avoir un produit, une solution qui doit être acceptée à la fois par je sais pas, le service procurement et en même temps une direction IT. Donc, c'est tout à fait logique de pouvoir éveiller la curiosité à l'intérieur des deux services pour que ta solution puisse être acceptée complètement. Je pense que si tu les as dans ton CRM au départ, en tout cas, si tu les as ciblés, c'est qu'il y avait certainement un intérêt, Geoffrey. Mais ce qu'il faut prendre en compte, c'est que ce qui va potentiellement éveiller la curiosité côté achat et côté IT, c'est des enjeux qui vont être un peu différents. Et donc, tes messages et tes campagnes, potentiellement tes contenus, vont être différents aussi en fonction des cibles. Mais quand tu vas définir ton analyse et ta stratégie d'ABM, de toute manière, tu vas être obligé à un moment donné d'identifier en fait ta cible. C'est-à-dire que tu vas identifier ta cible d'entreprise, mais tu vas identifier ton persona. On va identifier en fait ton interlocuteur ou tes interlocuteurs dessus. Donc c'est cette phase-là de départ, de mise en place de ton ABM, de réflexion, etc., qui va finalement te pousser à savoir quels sont les bons contacts et les bonnes personnes à prendre en compte en fait dans l'entreprise. Et ce qu'on voit aussi, dans l'exemple que tu donnais tout à l'heure sur la RGPD, on voit qu'il y a une étape en fait en général qui est le point un peu faible qu'on a plus ou moins tous. C'est l'aspect tech en fait. C'est l'aspect à un moment donné, tu vois, c'est ce qu'on appelle tout ce qui est plutôt growth ops, growth engineer, etc. C'est qu'à un moment donné, on a aussi besoin d'un peu de technique, parfois beaucoup, pour pouvoir automatiser ça. C'est-à-dire que tu vois, si tu dois faire l'ABM en cherchant sur toutes les boîtes sur lesquelles il n'y a pas de mention légale, ou il y a une mention légale, où il n'y a pas de DPO, enfin il n'y a pas de DPA, etc., ça nécessite du scrapping, des techniques, etc. Et c'est là où justement un complément au marketing, ce qu'on appelle le growth hacking. Alors le terme growth hacking veut tout dire, pas dire, mais peu importe, c'est pas le sujet, puis je pense que c'est pas vraiment un débat. Mais effectivement, il y a beaucoup de moyens, il y a beaucoup d'outils qui permettent d'aller plus finement sur ces éléments-là. Et d'abord, ça nécessite une réflexion, une analyse. Après, effectivement, il y a des outils comme Faro qui permettent de combler déjà une grosse partie de ce sujet-là pour pouvoir les segmenter. Mais tu as aussi un moment besoin de techniques qui vont te permettre effectivement d'aller plus finement sur ces besoins-là. Mais c'est vraiment, pour moi, c'est vraiment la phase en amont, c'est toute la phase de réflexion, de départ et d'analyse. Je pense qu'il n'y a pas de vérité absolue. Alors ça, on est d'accord. Complètement. J'ai tests. Donc on est d'accord que la BM, c'est pas de la B-test. Hein. J'ai fait de la B-test sur certaines séquences ultra personnalisées, VS pas personnalisées. Et souvent, c'est la campagne non personnalisée qui marche. Comme tu dis, il n'y a pas de vérité absolue. Ouais. Il n'y a pas il n'y a pas de règle, en fait, tu vois. Il y a beaucoup de. Ça fait un moment, moi, que je fais quelques lives comme ça sur les gens, sur comment on fait du cold email, etc. Et ce que les gens aiment beaucoup, c'est dire bon, c'est quoi le meilleur template qui marche? En fait, il n'y a pas de template. Oui, est-ce que tu peux me trouver un copywriter qui va faire mes séquences? Je dirais que c'est pareil, tu n'as pas vraiment un copywriter qui va faire tes séquences. C'est-à-dire qu'en fait, c'est toi qui connais, enfin toi ou ton équipe, qui connaît le produit, qui sait le vendre, qui sait ce qu'il faut mettre en avant, etc. Et donc, c'est là où, j'ai vu que tu avais repliqué mon expression de jus de cerveau, c'est là où il faut mettre du jus de cerveau pour tes équipes sales, tes équipes marketing, pour écrire, envoyer, se planter, itérer, réécrire, envoyer et voir ce qui marche de ce qui ne marche pas. Il n'y a pas quelqu'un qui va faire ton boulot à la place. Ce n'est pas un template standard, parce que ton template standard, il va marcher au tout début. Mais comme tout le monde a pris le même template, tout le monde écrit le même style de message. Donc, c'est bonjour, j'ai vu ton profil sur LinkedIn, gna, 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 gna. Deuxième message, oui, je me doute que tu es très occupé, gna, 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 gna. Et le cinquième message, est-ce que tu pourrais m'indiquer quelle est la personne qui en est responsable chez toi? Enfin, ça ne marche pas. Enfin, ça ne marche plus. Ça a eu marché peut-être au début, mais ça ne marche pas parce que si vous refaites ce qui est sur la copie de votre voisin, vous ne différenciez pas. Et donc, ce n'est pas personnalisé. Et parce que là, je suis en train de dériver tranquillement sur la notion de cold email. Donc, c'est pour ça qu'on parlait d'hyper-personnalisation. C'est qu'en fait, pour moi, ma définition du cold email aujourd'hui, c'est le fait que l'interlocuteur qui reçoit ton email ne doit pas savoir, ne peut pas deviner que c'est un email automatisé.
S'il arrive à capter que c'est un email automatisé, alors c'est pas du cold email, alors il faut réécrire ton cold email, ton message, ton copywriting. J'ai vu qu'il y avait Guillaume Albicini dans le groupe, je pense qu'il va partager un petit peu mon propos là-dessus. Mais oui, il n'y a pas de règle entre la Ouais, campagne. Vas-y. non, mais c'est clair. C'est pas la prospection, c'est pas un sujet de religion, quoi. Il faut être vraiment agnostique comme à peu près n'importe quoi. Il y a des choses qui fonctionnent, des choses qui fonctionnent pas. Même si vous mettez en place une stratégie en VM, il y a absolument rien qui vous empêche aussi d'avoir une étape de segmentation sur votre cible. Enfin, toutes les choses se combinent entre elles, un peu comme les débats entre l'inbound et l'outbound. Enfin, voilà, les deux sont ensemble en fait. Et c'est pareil sur la prospection. Là, sur ta séquence, sur la personnalisation, c'est peut-être pas l'ABM en lui-même qui est discutable. C'est peut-être, est-ce que la personnalisation que tu as pu effectuer, elle est justifiée? Est-ce qu'elle a un intérêt par rapport à la séquence? Peut-être que ça fait sortir complètement une personne et qu'il faudra en tester une autre et voir, comparer les deux. Enfin, bref, c'est des sujets d'analyse, d'évolution constante, comme tu me disais, Denis, pour améliorer les choses. Pour moi, le call, l'écriture de séquence, enfin, tout ce qui passe dedans, c'est le laboratoire, quoi. C'est vraiment un laboratoire constant parce que les choses, elles évoluent tout le temps et qu'il faut tout le temps améliorer, tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est une approche assez ingénieure, mais pourtant, c'est celle qui, je pense, fait évoluer les choses dans le bon sens. Ou littéraire. Mais effectivement, l'avantage qu'on a aujourd'hui, c'est qu'il y a des tonnes d'outils dans tous les sens. Donc, on parle de Faro, on parle de Drop Contact, mais Lemlist, enfin, il y en a vraiment plein. La Growth Machine, Walaxy, enfin, vraiment, il y a Emilia, il y a vraiment beaucoup de monde. Et ce qui est assez cool d'ailleurs, ce que j'aime bien, c'est qu'il y a une sorte de, entre guillemets, mafia française sur les outils comme ça. Et c'est assez cool que la France aussi existe à travers ça et que sortent des bons produits. Et il y a aussi des produits américains qui sont très bien, ou indiens ou autres, hein, peu importe. Mais ce que je veux dire, c'est que le tool ne fait pas tout. C'est-à-dire que ce n'est pas l'outil qui fait l'artisan. Tu vois, c'est vraiment l'artisanat. Même un artisan, c'est fait ses propres outils, parfois, en tout cas les compagnons. Mais effectivement, souvent, comme c'est facile, comme les outils ne sont pas très chers, comme il y a un aspect des réseaux sociaux qui dit ouais, c'est magique, j'ai fait tant de likes, j'ai fait tant d'ouvertures, etc. On l'utilise tous plus ou moins. Ça passe un message quand même qui dit bah, je prends un tool et ça va faire le taf. Le tool, il va faire une partie du boulot, mais il va falloir effectivement, systématiquement, beaucoup travailler pour réussir. Tu as des gens qui utilisent le même outil, mais qui vont performer de ouf, et des gens qui vont jamais performer, qui vont dire bon bah non, l'outil marche pas. Souvent, c'est pas l'outil qui marche pas, en tout cas dans ce qu'on a cité. C'est pas tellement l'outil qui marche pas, c'est que souvent, il y a aussi une partie des gens qui vont jongler d'un outil à l'autre. Tu vois, qui sont des early pour le coup, vraiment early, qui disent ah tiens, il y a ça qui est sorti. Ils vont pas creuser à fond l'outil dans une bonne maîtrise. Hop, ils vont passer à un autre outil. Tu vois, il y a cet aspect de découverte qui fait que, tu vois, si tu regardes Product Hunt, tu as, je sais pas, as entre 700 et 1000 solutions qui sortent par mois. C'est un truc de ouf. Donc, tout le monde fait des solutions, etc. Et donc, cette course-là, elle peut être kiffante dessus parce que c'est vrai que la curiosité, l'ingéniosité, la découverte, la veille et tout, c'est un truc qui est assez cool. Mais à partir du moment donné où tu veux faire du travail qui va rapporter, tu es obligé de maîtriser les outils. Et maîtriser les outils, c'est une première étape. Mais ta deuxième étape, bah, ça va être ton analyse, ton ciblage, ta compréhension, ta remise en cause, tes itérations, tes erreurs, le foultitude d'erreurs que tu as. C'est une richesse incroyable. Tu vois, j'étais la semaine dernière à B2B Rocks avec Guillaume Cabane, qui est un gros hacker qui est, comment dire, un fou furieux des tests dans tous les sens. Il a un Google Sheet, mais c'est un truc monstrueux, avec tous les tests qu'il a fait dans toutes les boîtes, de tout ce qu'il a testé. Alors, je vais te donner un exemple pour illustrer, parce que c'est un peu rigolo aussi. Et il va te dire que la très, très, très grande majorité de ces trucs, c'est complètement foireux, en fait. Et sa connaissance et ce qu'il fait, c'est là. Il y avait fait un truc, lui, un peu dans l'hyper-personnalisation, un peu plus fou quand il le raconte. C'est en gros, je crois, il demandait, c'est aux États-Unis, donc en France, c'est plus compliqué à faire. Il demandait aux gens ce qu'ils aimaient au début dans le questionnaire pour prendre un rendez-vous, de ce qu'ils aimaient comme type de café, avec du lait, pas du lait, sucré, machin, etc. Et après, il faisait le rendez-vous avec toi, la visio, et en même temps, tu avais le mec qui te livrait ton café. Tu avais un livreur de je ne sais pas quelle boîte qui venait, qui t'amenait ton café dans ta boîte alors que tu étais en train de faire la visio, et il amenait ton café du truc sucré, macchiato, tout ce que tu veux. C'est sûr que ce genre de choses-là, c'est fun, ça marque les esprits, ça crée une relation, ça fait rigoler. Et bon, en storytelling, c'est aussi excellent. Il ne faut pas se voiler la face. C'est des trucs un petit peu cool comme ceci. Mais voilà, et c'est vraiment, ça nous demande tous beaucoup d'énergie. Enfin, moi, je trouve que, tu vois, quel que soit le produit qu'on fait ou qu'on commercialise, la partie de se poser des questions sur comment faire mieux, être en veille et comment faire mieux,
et se dire, est-ce que je fais aujourd'hui n'est pas suffisant, même si on est très content. Bon, en général, quand on est fondateur, on n'est pas toujours très content. Mais voilà, on est toujours poussé en fait à pousser le bouchon, je trouve, là-dessus. Ouais, je partage. Le meilleur des outils, c'est le cerveau, et le reste est à son service, en fait. Tous les outils qu'on utilise, tous les SaaS sont là pour lui faciliter la vie. Bon, après, vous pouvez les prendre, hein, les outils. Vous pouvez vous abonner à Faro, à Drop Contact, etc. Hein. On n'est pas en train de dire qu'il ne faut pas prendre d'outils. On refuse pas les abonnements non plus, mais c'est pas le. Mais en Ouais. tout cas, c'est pas le. Effectivement, c'est pas la solution. C'est un moyen pour y arriver. Exactement. Comment savoir si une stratégie ABM est-elle la plus propice à son entreprise? Franchement, il n'y a pas de règle. Hein. Là, je suis incapable de répondre à ça dans l'absolu. Je pense que c'est une vraie réflexion au niveau du marketing et du head of sales ou du CEO selon les boîtes qui est vraiment. Je pense que ce qui est intéressant, c'est de se cultiver sur ce sujet-là, de prendre un peu de littérature, de regarder un peu des blogs, des articles, etc. Et même si ta boîte ne fait pas de l'ABM, je pense que le fait d'étudier ça fait un effet de miroir, en fait, de réflexion. Ça pousse à réfléchir sur sa stratégie. Et je trouve ça déjà en soi hyper intéressant. C'était un petit peu la vocation, honnêtement, sans prétention qu'on avait avec Alexis, de se dire, bah, tiens, parlons un peu d'ABM pour présenter ça et que ça fasse un peu caisse de résonance dans les gens. Mais c'est absolument vrai ce que tu dis. J'ai bossé le thème. Enfin, j'ai bossé le thème forcément pour le préparer un petit peu, et ça m'a entraîné à créer une note sur la suite de l'acquisition pour Faro. Parce que justement, ça permet de se poser continuellement des questions. Et pour répondre à ta question, moi, Geoffrey, je sais pas dire effectivement non plus si la stratégie ABM elle est plus adaptée pour ta société ou pas. Mais en revanche, ce qui est possible, c'est de tester. Il y a des choses, l'itération qui est possible sur un volume qui est convenable, qui peut être traité au niveau des sales et au niveau de ton pipe marketing, et qui permettent d'avoir un petit peu de matière pour décider si c'est bien ou pas, tout simplement, si ça vaut le coup, le test. Non, et puis tu peux te dire, voilà, on ne va pas changer tout le modèle de la boîte, on ne va pas faire une révolution, mais tu dis, bah voilà, là on a analysé, on a vu, on a testé 10 boîtes, bah, les gars, il faut rentrer dans ces 10 boîtes. Quoi. Voilà. En plus, ça fait un challenge, hein, honnêtement, sur une équipe. Ça donne une émulation qui est assez cool, qui n'est pas juste de la commission de chiffre d'affaires, mais qui est aussi les mecs, je veux avoir ces 10 boîtes, là, je veux mettre leur logo sur notre site et il faut qu'on les signe. Tu vois, tu peux embarquer aussi les gars comme ça, et puis ça te permet de voir ça. Complètement. Peut-être une ou deux questions, on a peut-être encore une question si vous voulez la poser. Ouais. Après Aurélien. Donc, si je comprends bien, l'ABM est plus de la prospection très qualifiée, limitée à 20 entreprises, par exemple, en se donnant les moyens pour faire signer. Et à l'inverse de la prospection. Alors, oui, ça pourrait être. Ça peut s'en rapprocher. Je ne pense pas qu'on a une définition hyper précise, mais vraiment, tu as déterminé la liste des entreprises. En fait, tu as déterminé pourquoi tu veux ces entreprises dans ce secteur-là. Et après, tu vas te donner les moyens d'aller signer ceci. C'est vraiment ce que tu dis, toi. De méthode très qualitative, c'est tout ce que tu vas mettre comme énergie va être pour signer cela. Alors qu'effectivement, habituellement, on a plutôt tendance à faire de la masse en disant, bon, bah tiens, les SDR, vous avez un accès Sales Navigator, vous avez un outil pour aller scraper. Bon, bah, scraper les boîtes selon vos secteurs qu'on vous a déterminés. Donc, c'est un peu fait un peu à l'intuition de chacun dans tous les sens. Et tu es un peu en, comment dire, tu n'es pas en profondeur, entre guillemets. Ça demande beaucoup d'énergie de faire ça. Tu vois, si moi je pense aux boîtes qui font de la téléprospection, je viens du monde du sondage pendant 25 ans en téléprospect, enfin en enquête téléphonique. Une spécialité, c'était l'enquête téléphonique, avec beaucoup de monde, hein, 470 personnes. Et en fait, si tu fais ça maintenant en 2022, entre les boîtes vocales, les standards qui n'existent plus, les assistantes sur lesquelles tu ne peux pas t'appuyer, et que tu mets de l'énergie pour faire ça, bah, dans la journée, tu vas faire une ou deux prises de rendez-vous pour avoir passé 70 calls, voire 80 si tu es équipé de ce qu'on appelle un CTI, et même parfois plus. Donc, tu répètes la même chose. Donc, tu dépenses une énergie incroyable pour réussir à joindre deux rendez-vous, dont un sur deux qui ne sera peut-être pas honoré ou en fait, ce n'était pas vraiment le sujet, mais tu as réussi à closer ton rendez-vous. L'ABM est complètement inverse à ça. C'est-à-dire qu'en fait, tu ne vas pas chercher de la masse, tu vas chercher vraiment à réfléchir comment tu vas pouvoir rentrer en contact avec cette personne, avec cette boîte, et comment tu vas réussir à signer avec. C'est vraiment ça. Enfin, pour moi, c'est vraiment cette différence d'approche. Bon, bah, je crois qu'on a fait le tour. Je ne suis pas sûr qu'il y ait d'autres questions. En tout cas, très, très content d'avoir fait ce live avec toi, Alexis. On a trop cool. On a tenu notre timing en plus dessus.
on est pas mal du tout dessus. Une petite heure, c'est parfait. Ouais. Peut-être, si vous souhaitez, vous pouvez, en tout cas pour ma part, me suivre directement sur LinkedIn. Comme ça, c'est vrai j'ai tendance à faire un ou deux lives par mois. Normalement, c'est un peu le rythme avec différents partenaires ou différents sujets. On publie aussi pas mal d'articles. On essaie de rentrer un petit peu dans le vif de la matière. Je n'ai pas tendance à trop parler de nos RH, de comment on recrute pas, etc., qui sont des sujets qui marchent très, très bien sur LinkedIn, mais on n'est pas du tout sur cette approche-là. Néanmoins, on recrute beaucoup. Donc, si vous voulez postuler, postulez. Il y a pas mal d'offres sur tous les postes, que ce soit du dev, du marketing, du sales, du content. Et autre sujet, si vous souhaitez, vous pouvez vous inscrire aussi sur Drop Contact et vous avez un test de 100 contacts à enrichir gratuitement dessus, et on a une équipe au support qui sont des perles, qui sont là pour vous répondre. Yes. Et toi, oui, vas-y. Je le confirme pour l'équipe support. Et pareil, donc si vous voulez échanger sur les thèmes liés à la prospection, nous, on n'est pas non plus beaucoup sur les sujets RH. Pour le moment, en tout cas, on n'en parle pas trop sur LinkedIn. Et vous pouvez m'écrire directement sur LinkedIn. J'essaie de répondre à tous mes messages. Et pareil, vous pouvez tester l'application Faro pendant 15 jours après que quelqu'un de l'équipe vous ait présenté la solution. Et pour les job boards, ils ne sont pas encore dispo, mais ils vont bientôt l'être. Donc, on a à peu près la même roadmap. Ok, super. Il y a Romain qui nous fait une petite blague d'ailleurs, un clin d'œil, qui dit « Évite d'aller scraper Drop Contact et Faro pour envoyer une séquence de 12 messages. » Merci, excellente journée. Merci à toi, Alexis.